Bonjour Subi Thomas. Bonjour. Vous êtes sociologue et d'origine irakienne, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Irak. Et aujourd'hui, 13 décembre, nous allons nous entretenir de l'état, de la situation dans laquelle se trouve Mossoul, près de 2 mois après le déclenchement de l'opération de libération, donc le 17 octobre dernier, et qui devait durer 2 semaines. Or, 2 mois après, on se rend compte que l'armée irakienne sur le terrain, les forces irakiennes, pardon, sur le terrain et la coalition internationale se heurtent à de sérieuses difficultés, apparemment. Pouvez-vous nous dire où en sont les opérations, quelles sont les forces en présence et pourquoi cette difficulté, ces délais? Dernièrement, on a appris que cette libération n'aurait pas lieu avant 2017. Oui. Alors, l'état actuel, d'abord, je vous signale que je suis natif de Mossoul. C'est Ah, ma ville natale. Et c'est Mossoul qui m'a donné un petit peu suscité chez moi l'intérêt pour la question, la chose publique et la politique. C'est une ville où il y avait un climat politique très intense lorsque je l'ai quitté. Et je ne l'ai pas revisité depuis bientôt, oh, ça fait 30 ans que je ne suis pas retourné à Mossoul. Donc je suis un petit peu les combats jour par jour. Actuellement, les, les forces en présence, l'armée irakienne avec les milices chiites, elle compte à peu près 17 000 personnes. C'est du côté irakien. Il y a également les Peshmerga qui ont commencé, c'est les Peshmerga qui ont participé les premiers jours de combat parce qu'ils devaient libérer des villages qui se trouvent à proximité d'Arbil, à proximité de Kurdistan et surtout le vallée de Ninive. Vallée de Ninive, c'est le lieu où il se trouve des dizaines de villages et petites villes habitées par les chrétiens irakiens. C'est les chrétiens de Ninive, de Mossoul, que tous ces villages étaient occupés et une partie d'entre elles, elle est libérée, les chrétiens et les yazidis, puisque toute cette petite communauté qui habite dans les périphéries de Mossoul. Et donc il y a le Peshmerga, il y a l'armée irakienne, il y a la milice et il y a les conseillers occidentaux, particulièrement il y a sur place à peu près 6000 conseillers et soldats américains qui sont indispensables pour guider les frappes aériennes parce que les Irakiens n'étaient pas aussi préparés pour pouvoir guider les bombardements. Et donc il y a plus de 20 000 personnes dans cette bataille. Les, troupes de l'État islamique ont estimé à 12 000 personnes avant le déclenchement des opérations. Et parmi ces 12 000 personnes, sûrement l'État islamique, elle avait organisé pour garder une partie de ses combattants en dehors de la ville. Ce que, à mon sens, c'est ceux qui se trouvaient dans la désert, qui devaient être appelés dans le cas de difficultés. Une partie d'entre eux, ils sont allés vers Palmyre, après Halab. Récemment, dans l'opération qui a eu lieu récemment ou auparavant? Je crois dans l'opération actuelle, il y avait une réserve de combattants de Daesh dans le désert entre Halab et Mossoul, et c'est ceux-là qu'ils ont une partie d'entre eux, on dit qu'il y a eu 5000,
probablement quelques milliers, qui ont été dépêchés pour monter un coup, pour dire qu'ils sont toujours là, qu'ils sont forts. Donc, Oui. la, les forces de Daesh, et on peut estimer qu'il y a actuellement plusieurs milliers de combattants, si on prend en compte ceux qui se trouvaient, qui sont allés organiser un coup en Syrie. Mais je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait la difficulté actuelle des forces irakiennes et de la coalition internationale de profiter de ce départ d'une réserve de Daesh vers Palmyre dernièrement? Qu'est-ce qui explique les difficultés de la coalition sur Mossoul depuis 2 mois? Sont-ce vraiment des difficultés militaires ou y a-t-il d'autres raisons qui expliquent la non-progression de cette coalition? Alors, au cours de 12 premières semaines, le Peshmerga et l'armée irakienne ont avancé vite et sont arrivés dans le quartier de Mossoul Est. Ça, c'est la deuxième quinzaine d'octobre. Oui, la 12e quinzaine. Et là, ils étaient... bon, ils fêtaient la victoire en disant c'est une histoire de quelques jours. Après, ils se sont rendus compte que pour pénétrer dans la vieille ville, il fallait prendre des précautions qu'ils n'avaient pas prises. Et c'est étonnant, ces guerres qui se déroulent en Irak, on ne se prépare jamais suffisamment. Ils n'avaient pas pris en compte qu'ils ne pouvaient pas rentrer avec leurs blindés dans les ruelles de centre-ville. Ils n'avaient pas prévu que Daesh allait piéger les différents quartiers. Et tout cela, ils le découvrent une fois qu'ils arrivent sur place. Alors, de qui parlez-vous? De l'état-major irakien De l'état-major irakien, bien entendu, mais également avec les conseillers américains, puisque les conseillers américains accompagnent l'état-major irakien pour la conseiller, pour la guider, et pour cette raison, Carter, le ministre de la Défense américain, il se trouvait il y a 3 jours dans la banlieue de Mossoul et il est allé voir ses conseillers militaires là-bas pour voir ce qui se passe. Donc, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si facile, puisque dans Mossoul, il y a les maisons, ils sont piégées, il y a des tunnels. Il y a des tunnels creusés dans Mossoul qui vont jusqu'à 70 km. Ça veut dire, lorsque l'armée irakienne avance vers la ville, les djihadistes, ils peuvent sortir derrière les troupes et les frapper et disparaître. Donc ça, ils ne s'étaient pas préparés à ça. Dites-moi, les conseillers américains en question, ils sont là en tant que conseil ou c'est eux qui sont décisionnels? C'est eux qui prennent les décisions en matière tactique et stratégique? Selon moi, c'est eux qui prennent des décisions. C'est eux qui ont donné le signal de commencer l'opération. C'est eux, et ils ont calculé, les calculs des Américains étaient de commencer l'opération le 17 de mois. Ils pensaient qu'ils pouvaient libérer Mossoul avant le départ d'Obama. Ça a été planifié comme ça. Et là, ils constatent que leur planification, elle n'est pas aussi efficace. Et c'est pourquoi les conseillers américains sur place, ils ont demandé à Carter de leur envoyer encore des techniciens et leur a promis d'envoyer des officiers. En effet, il semblerait donc que la politique, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit dans certains médias que, en effet, cette opération était faite pour appuyer la candidature Clinton à la présidentielle américaine. Il semblerait donc que cette ingérence du politique dans le militaire soit plutôt négatif.
Mais la présence de Carter il y a 3 jours, Ashton Carter, le ministre de la Défense américain, la présence de Carter à Mossoul il y a 3 jours n'est-elle pas liée à cette opération sur Palmyre à laquelle a participé un contingent de Daesh qui se trouvait en réserve de Mossoul? Oui, aussi, aussi. Mais je pense aussi que la- la- les, les États-Unis, avec les troupes irakiennes, ils ont les moyens de libérer Mossoul, je pense. Et que leur déclaration, que ça peut prendre 6 mois, 1 an, ce n'est que des tactiques ayant des visées politiques. Je prends très au sérieux les déclarations de candidat Trump avant son élection, lorsqu'il disait, une fois que je suis élu, au bout d'1 mois, je mettrai au point un plan de libération de Mossoul pendant 1 mois. Et je pense, pour lui faire ce cadeau, ils vont traîner un petit peu le pied à Mossoul, malgré les difficultés qu'on a évoquées, que c'est difficile de rentrer dans la ville, que les autres ils mènent une résistance. Malgré tout ça, je pense, ils vont annoncer la libération une fois qu'il sera intronisé, il faut 1 ou 2 mois après. Donc ce n'est pas un véritable problème. Cependant, on peut dire que la présence de ministres américains de côté de Mossoul, c'était aussi par la nécessité de se montrer sur le théâtre de l'opération. Or, elle venait de constater qu'à Halab, c'est fini. Et que leur souci majeur, c'est toujours de prendre en compte est-ce qu'on va offrir la victoire à Poutine ou non. Et tous les calculs ils sont faits ainsi. D'ailleurs, lorsqu'ils ont constaté que Poutine allait chasser les djihadistes de Halab et qu'ils n'étaient pas prêts, et qu'en fait, par le défaut de leur politique, que la Syrie est arrivée là, et il veut se montrer qu'eux aussi ils sont à Mossoul, et que Mossoul c'est difficile, mais qu'ils vont la libérer finalement. Puisque vous êtes de Mossoul et que vous connaissez bien le terrain, Subi Thomas, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question des relations entre communautés pour ce qui concerne les difficultés rencontrées dans la libération de Mossoul? Vous avez fait état de la présence de milices chiites dans les forces qui participent à cette libération. Mossoul est une ville... en tout cas, les environs sont pluriconfessionnels, d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, mais la ville elle-même, de quelle communauté est-elle constituée en majorité? Et est-ce que ça ne crée pas des problèmes avec les milices chiites? On a fait état de différences entre chiites et sunnites, pour être clair. Alors, la bataille de Mossoul, le résultat de cette bataille aura des conséquences aussi graves puisqu'ils n'ont pas préparé l'après-libération. Après la libération de Mossoul, ils vont être confrontés au règlement de problèmes de petites minorités, puisqu'il y a eu déplacement de population. Mossoul, historiquement, c'était une ville où habitait la forte communauté chrétienne d'Irak. Historiquement, à Mossoul, au XVIIIe siècle, il y avait 60% des habitants étaient chrétiens. C'était une ville où il était implanté la chrétienté. Tout ce monde-là était chassé. Les Turkmènes de la ville ont été chassés. Les Yazidis qui se trouvent à proximité, c'est leur région, et ils ont été maltraités et chassés. Massacrés même. Massacrés de façon... Et tous les villages aux alentours de Mossoul, ce qu'on appelle la vallée de Ninive, où il y a 10 ou 20 villages qui étaient les lieux d'habitation des Yazidis, des chrétiens, des Turkmènes, des Shabaks, donc une multitude de petites communautés, ils ont été déplacés.
Comment ça va se régler? Bien entendu, il y a les Kurdes aussi, et les Kurdes, ils auront un rôle important et ils auront leur mot à dire dans le règlement. Et bien, tout ce monde, on leur a promis oralement qu'une fois que Mossoul sera libéré, vous allez tous réintégrer votre lieu d'habitation initial, mais la population, les membres de ces communautés ne croient pas à cela parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible de cohabiter avec ceux qui les ont dénoncés, qui les ont espionnés, qui les ont vendus à Daesh. Actuellement, la majorité des habitants de Mossoul, c'est la communauté sunnite. Il y a peu de chiites qui restent dans la ville. C'est pourquoi les sunnites avaient refusé la venue des milices chiites de crainte qu'il y aura des massacres entre les communautés. Alors on a demandé aux milices chiites de ne pas rentrer dans la ville de Mossoul. On leur a donné un lieu qui sépare Mossoul de Halab, c'est la zone de Tel Afar, et les milices chiites ils sont allés vers Tel Afar. C'est une ville aussi multiethnique. Il y a des Turkmènes, mais des Turkmènes chiites, mais pour l'instant, on ne leur demande pas de rentrer dans Mossoul. Ils sont allés à Tel Afar parce que les milices chiites pensaient que Daesh allait quitter Mossoul pour aller vers Halab, et où ils voulaient empêcher les djihadistes d'aller vers Halab. Seulement, Daesh avait placé ses unités dans le désert et donc ils ont pu agir derrière le dos des milices chiites. Et quel est le degré de participation, de collaboration, on peut dire, de la population sunnite de Mossoul avec les terroristes de l'État islamique? Est-ce qu'ils ont eu un appui dans la population? Est-ce qu'ils bénéficient encore d'un appui qui expliquerait, d'une certaine manière, la difficulté de progression des forces irakiennes? Oui. Lorsque Daesh est rentré dans Mossoul, la population, elle a bien accueilli Daesh. Parce que la situation politique de Mossoul, elle était très ambiguë. Mossoul, historiquement, c'est la ville qui a donné tous les officiers de l'armée irakienne depuis 80 ans. Tous les grands officiers de l'armée irakienne, ils sont originaires de cette zone. Donc des officiers bassistes, a priori. C'est une ville où les bassistes aussi, ils étaient très bien implantés. Mais surtout, c'est une ville militaire. Il y a les grandes familles que de génération en génération, ils donnent des soldats et des officiers pour l'armée irakienne. Et la population de Mossoul était pratiquement indépendante du pouvoir central lorsque Daesh est venu les voir. Daesh est allé là-bas. Alors vous faites état de cette fronde des populations sunnites à l'époque d'El-Maliki, c'est-à-dire un gouvernement chiite qui n'était pas à tendre avec les communautés sunnites. Donc, oui, et les sunnites, ils avaient le sentiment, et ce qui est vrai, que Maliki c'était un constitutionnaliste, et que c'est sa politique qui a conduit le pays à cette situation. Et les sunnites de Mossoul, ils étaient prêts à marcher sur Bagdad. Et les bassistes avaient passé un pacte avec Daesh, parce que les bassistes, ils pensaient, étant bien organisés, un parti ayant l'expérience politique, qu'ils pouvaient instrumentaliser Daesh pour s'installer à Mossoul et imposer ses conditions au pouvoir central. Seulement, les dirigeants de Daesh étaient plus malins que les bassistes.
C'est tout qui ont utilisé les bassistes et les ont instrumentalisés. Et puis ils ont tué beaucoup des dirigeants bassistes jusqu'à récemment. Là, lorsque l'attaque a commencé, ils ont exécuté 49 anciens officiers bassistes. Alors là, vous abordez une question très très importante, qui est celle de l'implication des cadres du régime de Saddam Hussein dans la formation de l'État islamique. Qui sont ces cadres de Daesh, de l'État islamique, qui ont donc effectué cette lutte de pouvoir au sein de l'État islamique avec les anciens cadres bassistes? Qui sont-ils? Ce sont de purs religieux ou ce sont eux-mêmes d'anciens officiers, d'anciens cadres de l'État de Saddam Hussein? Alors, les anciens officiers, parce que l'armée irakienne, c'était une armée très forte, elle comptait jusqu'à 1 million d'hommes après la fin de guerre Irak-Iran. Il y avait 20 000 généraux dans cette armée. Ce n'était pas une poignée de personnes. Et lorsque l'occupation américaine s'est installée, des milliers de généraux et d'autres hauts officiers, hauts gradés, ils ont essayé de résister. Lorsque le représentant des États-Unis en Irak, qui était un petit peu le proconsul de l'Empire, a décidé... Rappelez son nom. Je vais me rappeler. Oui. Il a décidé la dissolution de l'armée irakienne, il a licencié tout le monde. Du jour au lendemain, des milliers d'officiers se trouvaient au chômage. Et donc, une fois qu'il y a eu des velléités de résistance à l'occupation, ces officiers ils se sont mêlés au groupe de résistants et ils ont pris les choses en main. Bien sûr, pas de façon officielle, pas affichée, mais c'est tout qui dirigeait le groupe de résistants. Clandestine. Oui, clandestine. Et particulièrement des cadres de l'armée très expérimentés, ayant vécu la guerre Irak-Iran, et des officiers de services secrets de régime, c'est tout qui ont contribué à développer cette résistance. Tout ce qui s'est passé au cours de ces années de l'opposition à l'occupation, c'est ces officiers qui circulaient entre l'Irak et la Syrie. Ils allaient donner un coup de main en Syrie, c'est tout, qui ont organisé l'organisation. L'infrastructure de l'État islamique en Syrie. Voilà, ces officiers-là, et même leurs idéologues, c'est des officiers de services de régime irakien qui ont élaboré la théorie, la stratégie, le tactique de l'État islamique avec ses différentes branches jusqu'au moment où al-Baghdadi, ils l'ont désigné, mais ce n'était pas le Baghdadi, la tête de c'est des officiers de l'ancienne armée. En ce moment-là, ils ont demandé à tous les groupes de rejoindre la nouvelle organisation qui est Daesh. Les bassistes, ils ont officiellement annoncé leur participation à cette opération par le biais de l'armée de Naqshbandiya. Le Naqshbandiya, c'est une confrérie irakienne. Extrêmement ancienne, pas seulement irakienne, on la retrouve dans le Caucase et en Afrique du Nord. On la trouve partout. L'arrière-grand-père de Barazani, c'était un cher de Naqshbandiya. La famille était soutenue par la Naqshbandiya. Et donc, elle était très bien implantée en Irak, car leur chef spirituel se trouvait là. Et parmi les dirigeants de Saddam Hussein, ses compagnons, il y a le vice-président de Saddam, Izzat al-Douri, c'est un derviche de Naqshbandiya.
Et c'est lui qui a organisé l'armée de Naqshbandiya constituée des anciens officiers et qui les a orientés pour aider Daesh à occuper Mossoul. Ça veut dire que la participation des officiers irakiens à Daesh n'est pas seulement technique et militaire, elle est aussi idéologique. Oui, bien sûr. Et donc pour revenir à ces luttes de tendance que vous évoquiez avec l'exécution d'une quarantaine d'officiers, d'anciens officiers à Mossoul au moment de l'offensive de la coalition internationale, ces tendances, comment les identifiez-vous? Alors, ils se sont révélés avec les Américains essayaient d'approcher les officiers d'Al-Naqshbandiya pour négocier avec eux. En réalité, il y a des négociations dans les coulisses depuis un certain temps, depuis la rentrée de Daesh à Mossoul. Et les Américains proposaient à Al-Naqshbandiya, au parti basse, d'abandonner son nom et afin de lui permettre de participer à la vie politique parce qu'il avait la possibilité de mobiliser des grands cadres de l'État, que l'État irakien est appauvri par l'absence de ces personnes. Donc, il pensait, pour calmer les sunnites, d'encourager les bassistes. L'intégration des anciens bassistes dans l'Irak actuel, dans l'État actuel. En disant qu'il y aura une réconciliation. Donc, ça fait 2 ou 3 ans de tractation en la matière. Et Salman Daesh ne voulait pas entendre parler de tractation. Les bassistes négociaient dans le dos de Daesh. Et lorsque la situation de l'Arabie saoudite et de Qatar s'est détériorée en Syrie, avec l'intervention russe, les Saoudiens, les Qataris sont avérés inefficaces en Syrie, ils ne pouvaient plus rien faire. L'Arabie saoudite a lancé son projet d'une coalition sunnite pour l'ensemble du monde sunnite. Cette coalition, elle sera dirigée par l'Arabie saoudite. Et à cette occasion, le dirigeant de parti basse, clandestine, et de l'armée Naqshbandiya, il a fait sa déclaration pour rejoindre la coalition de l'Arabie saoudite. Et Daesh, elle a dit, sous-là, ils vont nous poignarder dans le dos. Donc ils ont arrêté une cinquantaine d'officiers qui ont été exécutés. Oui, tout ce que vous nous dites là est fort intéressant, Subi Thomas. Mais pour revenir à El-Baghdadi, vous sembliez tout à l'heure relativiser sa position et son importance dans la hiérarchie de l'État islamique. Pouvez-vous préciser sa position exacte dans cette structure? Al-Baghdadi, à vrai dire, c'est un homme de paille. Le parti basse, c'est lui qui tirait les ficelles dans toutes les organisations de l'État islamique qui ont été faites, c'est les anciens officiers. C'est les anciens officiers qui ont rédigé les livres théoriques de cette fameuse califat et la manière dont il faut établir le califat. Donc Baghdadi, dans tout cela, il était, lui, un simple prisonnier dans le sud de l'Irak. Il a passé 1 an ou 2 avec les anciens officiers. C'est là qu'ils l'ont recruté. Ils l'ont recruté, ils ont trouvé que c'est un prédicateur d'une petite mosquée des alentours de Bagdad. Et il est devenu prédicateur, à vrai dire, parce que son objectif, c'était de devenir footballeur dans une équipe de seconde zone, et ça n'a pas marché. Donc, il s'est transformé en prédicateur, et les bassistes, on lui a confié ce rôle,
D'ailleurs, on n'a rien attendu de lui, aucune protection, ni militaire, ni stratégique, ni intellectuelle. On lui a donné quelques prédications à lire, mais ce n'est pas lui. Les véritables dirigeants d'Al-Nusra, comme de Daesh. Daesh et d'autres fractions, ce sont les anciens militaires et souvent des hauts gradés de l'armée irakienne qui étaient des généraux qui enseignaient à l'école militaire. C'est ceux-là qu'ils ont fait l'organisation. Mais dites-moi, subitement, là on comprend mieux l'arrière-plan des difficultés de la progression des forces irakiennes à Mossoul, étant donné les tractations dont vous faisiez état entre Américains et ces anciens officiers, ces anciens bassistes du régime de Saddam Hussein, et on comprend mieux l'arrière-plan de l'opération sur Palmyre Ouais. Récemment. Oui, bien sûr. Il y a les Américains, d'ailleurs, comme les Européens, les Français aussi, ils comptaient beaucoup sur ces tractations. Ils sont tous en cause. Les Français sont impliqués dans ces négociations? Oui, parce que la France a accueilli des personnes comme les États-Unis depuis 13 ans. Parce que tout le monde s'interroge, quoi après Daesh? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les difficultés ils vont totalement aplanir ou non? Et tout le monde est d'accord que s'il n'y a pas une solution pour les sunnites, le problème, ils seront toujours là. Que Daesh s'en ira, il y aura une autre organisation qui va apparaître et d'autres terroristes qui vont apparaître dans d'autres lieux. Donc, tout le monde, toutes les grandes puissances pensaient qu'il fallait chercher une solution pour pouvoir réintégrer les bassistes d'une manière ou d'une autre. Seulement, les milices chiites et les Iraniens, ils sont là-dessous intraitables. Il n'est pas question de réintégrer les anciens militaires, car il y a tout les litiges de l'ancienne guerre. Et là, ils ont libéré une partie de la ville, de l'est de la ville. Il reste le gros parti, la grande partie de la ville qui contient les quartiers anciens. Et là, les militaires de Daesh ou les stratèges militaires, ils ont à la fois creusé des tunnels, à la fois piégé des maisons et des quartiers. Les unités de l'armée irakienne, elles disent on ne sait pas de où il vient. Nous sommes attaqués la nuit, tard dans la nuit. On ne sait pas d'où ils sortent, les djihadistes, parce qu'ils ont leur tunnel. Et la nuit, ils sortent. Et il y a beaucoup de pertes dans les troupes irakiennes. Subitement, vous nous avez bien expliqué l'implication américaine en Irak. Qu'en est-il des relations entre l'Irak et la Russie? Parce que nous en avions parlé la dernière fois que nous étions entretenus, il y avait d'importants accords, d'importants contrats qui avaient été signés entre la Russie et l'Irak pour des livraisons d'armes qui portaient sur plusieurs milliards. On peut supposer bien que l'opération sur Mossoul a été faite un peu pour contrer ou pour rivaliser avec les succès remportés par l'intervention russe en Syrie, à un moment où le gouvernement irakien avait pris contact avec le gouvernement russe pour demander une aide militaire, dans la mesure où les Américains n'armaient pas suffisamment cette armée irakienne, ce dont ils étaient en charge, pour s'opposer au progrès de la rébellion sunnite et de l'État islamique. Donc où en sont les relations entre l'Irak et la Russie, subitement? Je pense que les Américains ils se sont précipités à un moment donné d'intervenir.
car ils n'étaient pas très pressés, ou les Américains, hormis le calendrier de départ d'Obama, qu'il fallait régler le problème de Mossoul avant son départ, mais les Américains ils ne sont pas gênés par la présence de Daesh à Mossoul, car ils pouvaient... Oui, on a bien compris, vous nous avez expliqué pourquoi. Qu'ils pouvaient utiliser Daesh pour faire pression sur l'Iran et sur les autres voisins. Et la Syrie notamment. Et sur la Syrie, avec la Turquie, toutes les pressions possibles. Donc, ce qu'on avait dit de la dernière fois, je me rappelle, j'avais dit, on a vu le résultat après quelques semaines d'intervention russe en Syrie. Et immédiatement, l'intervention russe a œuvré pour le changement de donne dans la région. Les Américains, il s'avère qu'ils étaient plus ou moins isolés. Le gouvernement irakien, elle commençait à exiger, les députés, le Parlement, exigeaient du gouvernement d'aller demander de l'aide à la Russie. Les Américains, devant cette situation, il fallait intervenir, puisque les Irakiens ne pouvaient attendre encore plusieurs années avec Daesh à la maison. Je pense il y a plusieurs raisons pour l'intervention américaine, mais entre autres, il y a celle-là pour contrebalancer la présence russe. D'une part, le nouveau président, il dit qu'il va travailler avec la Russie pour trouver une solution en Syrie, et pas seulement le nouveau président américain, mais maintenant, chez beaucoup de dirigeants européens, la même tendance est affirmée. Les candidats français à la présidence, aux élections présidentielles, demandent ouvertement d'aller d'offrir les pourparlers avec la Russie. Quelqu'un comme Dominique de Villepin, qui était l'ancien Premier ministre, et hier sur les ondes de radio, où il demandait qu'il faut immédiatement aller négocier avec Poutine. Et donc, en France, comme aux États-Unis, c'est la tendance. Et donc, les Américains ne vont pas coopérer avec les Russes sans eux-mêmes soient présents sur le terrain avec une victoire, parce que ça ne sera pas une négociation. Ça veut dire qu'ils vont rejoindre la Russie sans négocier. Oui, en effet, il y a un changement de donne, pas seulement au Moyen-Orient, mais dans les relations internationales en général. Pour ce qui concerne les contrats d'armement, Sylvie Thomas, ils sont honorés Oui, alors, ce que s'est passé au cours de cette année, c'est que ça a été affirmé que la Russie avait tenu ses engagements, qu'elle allait livrer surtout ils avaient commandé des aviations, des fusées, des hélicoptères, quoi, assez efficaces. Je crois que la Russie a affirmé qu'elle va livrer les demandes irakiennes. Pour revenir à des choses plus au terrain à Mossoul, le ministère des Affaires étrangères russe a fait état de massacres de civils, et il y a 3 jours de cela, une frappe de la coalition internationale dirigée par les États-Unis a tué 90 civils, fait 100 blessés. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la façon dont les civils souffrent de cette intervention? Alors, les Américains, ils se sont lavés les mains. Elles prétendent que c'était les aviateurs de l'armée irakienne qui ont commis la bavure, mais en tout cas, ça revient au même, puisque les aviateurs irakiens, ils sont guidés par les officiers américains au sol, c'est tout, qu'ils donnent les indications. Et puis, les Irakiens, ils sont habitués, avec tout ce qu'ils ont déjà subi comme bavure lors des guerres successives.
même là, il y a 12 jours, il y avait des frappes sur un hôpital à Mossoul, où il y avait beaucoup de dégâts. Les officiers qui mènent la bataille à Mossoul faisaient le bilan de leurs pertes. Elle disait que la moitié des pertes parmi les soldats irakiens n'étaient pas tués par Daesh, mais c'est des dégâts collatéraux. La nuit, l'un tire sur l'autre, et bien entendu, la population civile, qui sont les familles, ils sont condamnées à rester dans leur maison, puisque Daesh leur dit ne sortez pas parce que la maison voisine, elle est piégée. Donc, ils sont prisonniers de cette situation. Les organisations, les agences des Nations Unies annonçaient hier qu'il y avait 35 000 enfants de Mossoul qui ont quitté la ville. Comment peut-on imaginer que 35 000 enfants d'une ville comme Mossoul et sont partis comme ça, sans qu'il y ait une campagne de solidarité avec ces enfants. Structure d'accueil. Hein? Une structure d'accueil. Où sont-ils allés, ces enfants? Où sont les structures d'accueil? Il y a des camps qui ne sont pas encore installés. Les gens, ils disent maintenant, il y a 110 000 habitants de Mossoul qui sont partis. S'il y a 110 000 avec autant d'enfants, où sont les structures d'accueil? Alors, c'est seulement hier le premier avion d'aide humanitaire qui a atterri au cœur de ça. Seulement hier. Alors, ils avaient prétendu que tout était préparé et on n'attend pas de campagne médiatique pour décrire la situation de ces victimes. Alors, bien entendu, il désigne où les victimes pour lesquelles il faut faire mobiliser les médias et les autres, on l'oublie. Donc les gens de Mossoul, en réalité, la population civile, elle est oubliée. Ils ont fait venir une Yazidi hier avant-hier au Parlement français pour parler de ces femmes Yazidis qui sont toujours dans les mains de Daesh, mais ce sera après qu'on va constater le véritable drame de la population civile. Merci en tout cas, Subi Thomas, de nous avoir éclairé sur leur sort. Et merci pour cette très riche interview qui aura appris beaucoup de choses aux internautes. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.